Alors, ce que je pensais pour commencer, avant de commencer sur les thèmes, c'est que les différents intervenants se présentent rapidement. Donc, il en manque un, mais on va faire avec Anouk et Augustin. Bon, ça marche. J'ai pas l'habitude des micros, alors je sais pas si ça va marcher. Mais... Du coup, moi, c'est Anouk Jobert. J'ai 27 ans. J'ai fait 10 ans de compétition en escalade, dont 5-6 ans où j'étais vraiment spécialiste que en escalade de vitesse. Et du coup, là, ces 2-3 dernières années, je m'étais partie sur le projet JO, donc j'étais revenue à faire les 3 disciplines pour le combiné. Donc voilà. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai pas l'habitude du micro. Donc Non, là, il s'est éteint. Là. Ah, il faut pas les s'appeler. Bonjour. Ok, c'est bon. Donc, je m'appelle Augustin Rogeau. Je suis doctorant en sociologie du sport à l'université de Rennes 2 et je travaille sur l'évolution organisationnelle de l'escalade au niveau français. Et je suis par ailleurs enseignant d'EPS à l'université Paris-Saclay. Alors merci. Donc il manque Yves Renou et puis il n'y aura pas non plus Mika Mawem et Pierre-Henri Paillasson qui n'ont pas pu être là. Donc on va attaquer directement sans eux. Alors au niveau des questions, n'hésitez pas à poser des questions à tout moment si vous avez une réaction à chaud. Et puis, on fera un petit temps de questions à la fin de chaque thème. On va aborder 4 thèmes sur le sujet de l'avenir de l'escalade aux Jeux Olympiques. Donc, à la fin, il y aura un petit temps de questions. Donc, pour commencer, on va faire un peu de hors-sujet et parler du passé et du passé récent et des JO de Tokyo, puisqu'on a la chance d'avoir Anouk avec nous. Donc, on va un peu faire un petit retour sur Tokyo. Alors pour vous résumer, je ne sais pas à quel point vous avez suivi ou pas ce qui s'est passé à ces JO, mais pour vous résumer un peu le topo, donc vous savez sûrement qu'il y a eu un combiné à 3 épreuves qui a demandé aux athlètes de faire des stratégies très personnelles d'entraînement pour savoir s'ils se focalisaient sur une discipline, sur 2 disciplines, sur 3 disciplines. Et il se trouve que ceux qui étaient dans la situation de Anouk, ceux qui faisaient de la vitesse, ils ont tous, sans exception, choisi de se focaliser exclusivement sur la vitesse. Parce qu'ils se sont dit qu'ils avaient un retard impossible à rattraper, en bloc et difficulté. Et la seule qui n'a pas fait ce pari-là, c'est Anouk, qui a mis le paquet sur le bloc et la difficulté. Et ça a été un pari que beaucoup ont jugé un peu perdant ou qui pensaient que ce n'était pas la bonne stratégie. Et jusqu'au dernier moment, on ne savait pas ce qui allait se passer. Et il se trouve que Anouk, au moment des JO, elle a topé un bloc en qualif. Et c'est ce qui lui a permis de passer en finale en battant des spécialistes de bloc, carrément, des spécialistes de bloc et de diff. Donc ça a été un pari gagnant qui a failli l'amener sur le podium. Mais elle n'a pas fait podium parce que sa grande rivale en vitesse a battu le record du monde contre elle, a battu le record du monde sur ses JO. Et donc, elle l'a privée de podium comme ça, alors qu'Anouk a fait ses meilleurs résultats. Donc voilà le topo. Et ce que je voulais te demander, Anouk, c'est qu'est-ce qui domine entre la déception de ne pas avoir fait la médaille ou la satisfaction d'avoir marqué, d'avoir répondu présente, d'avoir été en finale et d'avoir fait vibrer des gens au JO. Alors, c'est un petit peu difficile de répondre pour vraiment donner l'un qui dominerait par rapport à l'autre. Forcément, les deux sont présents. Bonjour. Et donc, comme tu l'as bien... C'est ça. Pas de problème. Du coup, oui, comme tu l'as expliqué, le fait que ce soit un format combiné,
et c'était compliqué pour tout le monde au final, puisque tout le monde était spécialiste en général d'une discipline. Bon, il y en a quand même qui pratiquaient bloc et difficulté. Donc pour ces personnes-là, elles devaient apprivoiser la vitesse. Et donc pour les personnes qui faisaient de la vitesse, on devait plutôt apprivoiser le bloc et la difficulté, parce qu'il y a quand même des qualités qui sont bien différentes, à la fois au niveau du physique, de la technique, de la tactique. Donc voilà, plein de choses. La difficulté, c'est aussi que c'était un format unique pour les JO. Donc on n'avait pas trop d'expérience, on ne savait pas trop on va dire les caractéristiques qu'il fallait pour aller gagner, pour être sur le podium. Donc en fait, c'était à nous de faire des hypothèses et de partir dans ce qu'on pensait le plus juste pour nous. Et concrètement, donc moi j'étais dans le cas où j'avais une discipline très forte, la vitesse, et beaucoup de lacunes en bloc et en difficulté. Et donc effectivement, comme les 3 résultats étaient multipliés, c'est très avantageux de finir premier dans une discipline. Mais moi et les personnes avec qui j'ai travaillé, on avait estimé que en fait, gagner en vitesse sur les qualifs me permettrait de rentrer en finale, mais gagner la vitesse en finale et faire dernière en bloc et en difficulté, ça ne permettrait pas de monter sur le podium. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de travailler à fond, du coup plutôt le bloc, parce que c'est là que j'avais quand même plus de qualité, plus de facilité. Et donc c'était ce qui devait me permettre de basculer sur le podium à la fin. Donc au final, sur les qualifications, donc moi je partais, en arrivant sur la compétition, il fallait à tout prix que je gagne ma discipline en vitesse, et puis le bloc qui pouvait intervenir derrière pour faire basculer sur le podium. Et au final, je finis 2e des qualifications en vitesse, donc pas le schéma le meilleur pour moi. Et donc le bloc est intervenu dès les qualifications pour me permettre de passer en finale. Donc là, forcément, ça a été une très grande satisfaction. D'autant plus parce que forcément, il y a beaucoup de personnes justement qui n'y croyaient pas. Et voilà, on a reçu beaucoup de critiques par rapport à ça. Donc moi, j'étais hyper fière de passer en finale grâce aux 3 disciplines au final, parce que c'est quand même ça, c'était le format qui nous était proposé. Et pour moi, c'était c'est jouer le jeu, c'était s'entraîner dans les 3 disciplines. Donc énormément de satisfaction d'avoir réussi à mettre en place le jour J tout ce que j'avais travaillé, aussi bien en vitesse, puisque je bats mes records personnels, qu'en bloc, où du coup j'arrive à être présente sur les qualités que j'avais travaillées, donc là plutôt des blocs techniques en dalle, donc voilà. Et après sur la finale, forcément, donc les duels de vitesse sont bien passés. Comme il l'a dit, j'ai perdu. Je fais un très bon duel. Je rate la dernière prise, et puis à côté de moi, la Polonaise de toute façon avait fait le record du monde. J'étais un petit peu derrière. Donc en étant 2e en vitesse, le podium était déjà était bien difficile à atteindre. Mais voilà, derrière, j'ai continué à me donner à fond. Bon, on sait le résultat final. J'ai fini 6e, donc. C'est vrai que sur le moment, il y avait beaucoup de frustration, parce que forcément, quand je vois les résultats, dans ma tête, je fais le changement, je change la 2e place en vitesse en 1, et voilà, j'aurais eu la médaille d'argent. Donc forcément, sur le moment, quand on fait ce calcul, j'étais hyper déçue, et pour autant, je ne pouvais pas avoir de regrets, parce que vraiment, j'avais tout donné, tout ce qu'on avait mis en place à l'entraînement. C'était là à 100% le jour de la compétition, que ce soit physique, technique, mentale. Donc voilà, forcément déçu de ne pas avoir cette médaille, mais pas de regret sur ce que j'ai mis en place le jour de la compétition, quoi. Alors merci, et je rebondis directement avec toi, Augustin. Je sais que tu as tout regardé, les JO. Et alors, comment t'as vu ça, comment dire, le parcours d'Anouk, notamment quand elle tope ce bloc en qualif, alors que la situation n'est pas désespérée, mais pas loin, avec cette 2e place seulement en vitesse. Je ne sais pas comment tu as vécu ça d'un point de vue de spectateur. Alors, en tant que spectateur, je trouve que c'est justement l'intérêt un petit peu paradoxal de ce format combiné, c'est que c'est un format inédit sur lequel il y a une incertitude jusqu'à la dernière minute. Et donc, quand on regarde, on arrive à pas trop savoir à quoi s'attendre, et ça donne lieu à des situations parfois un peu improbables.
Et du coup, de voir Anouk, on ne savait pas trop comment elle s'était préparée, spécialiste de vitesse, et de voir finalement qu'elle arrive à faire un bon parcours en bloc, à passer en finale, évidemment, quand on est spectateur, ça nous fait vibrer et on est super content. Et donc, alors là, c'est sûr qu'on a conscience de tous les sacrifices que ça représente pour les athlètes et toutes les difficultés qu'il y a eu à surmonter pour s'adapter à une, voire deux disciplines nouvelles. Mais en tant que spectateur, il y a des frustrations liées au format combiné, mais il y a quand même ce côté un peu incertitude, moi, qui m'a marqué, qui fait que le classement jusqu'à la dernière minute, il y a une imprévisibilité, il y a du suspense et tout reste possible, quoi. Alors, avant de donner la parole à Yves pour qu'il se présente, je rebondis encore. C'est vrai que du point de vue des spectateurs, on a eu ce sentiment-là qui était à la fois sympa parce que ça faisait du suspense, mais à la fois gênant parce qu'on avait l'impression d'avoir un gros facteur lié au hasard, à la chance, avec ce classement multiplicatif qui pouvait tout changer à tout moment. Et je me demandais, est-ce que de votre point de vue, vous les athlètes, c'est un truc qui vous a gêné, ce côté un peu loterie comment vous avez vécu ça Non, de toute façon, le format a été annoncé dès le départ. On savait depuis 3-4 ans que ça allait être comme ça. Donc à partir du moment où on est dedans, on accepte les règles et on savait que ça allait être ça. Moi, concrètement, après les qualifications, je passais, je crois, 12e dans la voie. Donc voilà, il restait 8 filles à passer derrière. Moi, quand je suis sortie du circuit de qualif, je ne suis pas allée regarder les résultats, faire des calculs, parce que sinon, je pense que j'aurais perdu beaucoup d'énergie. Mais bon, voilà, j'étais assise à côté, je voyais tout le monde sur le téléphone en train de remettre à jour l'application pour voir. Puis moi, je faisais 8-9, 8-9, 8-9. Donc il y en avait 8 qui étaient en finale. Et oui, moi, je trouve que c'est intéressant, justement, cet aspect de suspense qui est là jusqu'au bout. Et effectivement, le dernier grimpeur, en fait, peut changer les positions de tout le monde dans la discipline. Donc, on peut rien anticiper. Donc, c'est génial. Et l'avantage du format, c'était quand même de pouvoir montrer les 3 disciplines, quoi. Yes, bon, on en reparlera de ça, mais pour vous illustrer la chose, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment où, chez les hommes, où avant le dernier concurrent, Jakob Schubert, il y a Adam Ondra qui mène la discipline de la voie. Et en fait, Adam Ondra, je crois qu'il finit 6e au classement général. Et si Schubert fait 4 prises de moins dans la voie, il finit premier. Il passe de premier à 6e sur 4 prises du dernier concurrent. Donc c'est pour illustrer à quel point ce format il pouvait faire tout chambouler à tout moment, quoi. Et à quel point c'était inutile de se perdre en calcul avant la fin, quoi. Voilà. Alors maintenant qui nous a rejoint, on va donner la parole à Yves pour qu'il se présente rapidement. Bonjour, je m'appelle, ça marche là, ouais. Je m'appelle Yves Renoux, donc je suis militant de la FSGT dans l'escalade depuis très longtemps. Et moi, mon but, c'est comment on va faire pour démocratiser une pratique émancipatrice de l'escalade. Je dis 2 mots sur la compétition, on verra après, parce que là, je m'excuse, on était dans un autre débat, mais en fait, on n'a rien compris avec l'histoire, on était dans une autre salle. D'accord. Et donc, bon, en fait, en gros, ça s'est mal goupillé, donc je m'excuse vis-à-vis de l'auditoire. Si 2 mots sur ce qui vient d'être dit, que j'ai pris en route. Pour moi, l'aléa ne doit pas être le fait du règlement, ça doit être le fait de l'activité elle-même, de son essence. Donc pour moi, c'est complètement immature. En gros, le règlement proposé aux Jeux Olympiques en escalade, c'est très bien qu'elle soit aux Jeux Olympiques. Par contre, je trouve que le format et le règlement, pour moi, je le conteste complètement. Je trouve que ce n'est pas... Enfin, il y a à rediscuter. On ne devrait pas, le jour des Jeux Olympiques, innover du point de vue des formules. Ça doit être ça inscrit dans la culture de la FSGT, de l'escalade. Éventuellement, il doit y avoir des compétitions au préalable qui permettent, disons, de trouver les bons formats. Donc la formule de cette année n'est pas valable et ça s'annonce mal encore pour la prochaine édition. Et qu'est-ce que tu penses de l'argument donné par Anouk à la fin, selon lequel la couleur était annoncée et derrière, libre aux grimpeurs d'y aller ou de ne pas y aller, sachant que s'ils y allaient, il fallait qu'ils acceptent ce format qui
qui était annoncé, où ils savaient à quoi s'en tenir. Ok, bon, bien sûr, ils savaient à quoi s'en tenir, mais quand vous voyez le temps qu'il faut pour préparer un athlète de haut niveau, quelle que soit la discipline, et y compris ce qu'il faut pour un grimpeur, moi je pense que non, je suis pas. Bien sûr, si je fais partie de l'élite, c'est pas mon cas, mais si je fais partie de l'élite des eaux mondiales au niveau de l'escalade, c'est tout à fait légitime qu'un grimpeur tente sa chance, même si le format ne lui convient pas. Mais pour autant, pour moi, ça ne dédouane pas l'organisateur disons de proposer un règlement. Après, les gars, ils s'adaptent. Bien sûr, ils peuvent boycotter, mais c'est pas pour un gars c'est quand même un événement historique que l'escalade soit au JO. Je trouve ça normal que les gars aient tenté leur chance, les gars et les filles. Alors maintenant, je pense qu'on peut écouter Augustin, parce que c'est un peu comment on en est arrivé à ce que ce soit ce format combiné où tout le monde s'accorde pour dire qu'il est imparfait dans la mesure où on aurait bien voulu une médaille par discipline. Comment on en est arrivé là et pourquoi c'était peut-être la moins mauvaise solution ou pas. Mais je pense que c'est au cœur de ce que tu étudies. Tout à fait, ouais. Ça marche ? Ouais, ça marche. Ok, j'ai un peu de mal avec le micro. Donc effectivement, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu en tant que grimpeur la genèse du projet olympique. Il faut savoir que ça fait plus de 30 ans que les différents acteurs des fédérations nationales et internationales rêvent d'escalade olympique. Depuis les Jeux olympiques d'Albertville en 1992, il y avait déjà des articles dans la presse souhaitant que l'escalade intègre les JO. Sauf que jusqu'en 2007, l'escalade était sous la tutelle de l'alpinisme et de l'UIA, donc la Fédération internationale d'alpinisme. C'est seulement en 2007 qu'il y a une fédération d'escalade qui s'est constituée uniquement pour la compétition d'escalade. Donc je rappelle juste un petit peu le contexte pour comprendre que la compétition d'escalade vient de loin, entre guillemets, et que finalement l'idée d'avoir, on va dire, un lobbying assez puissant pour faire entendre la voix de l'escalade de compétition auprès du mouvement olympique, c'est une idée qui est en tout cas qui a mis beaucoup de temps à venir et qui fut minoritaire pendant très longtemps. En 2011-2013, il y a eu une première candidature de l'IFSC, donc la Fédération internationale, pour rentrer au programme définitif des JO à partir de 2020. Et l'escalade n'a pas été prise puisque la lutte a été réintégrée. Donc la lutte était remise en compétition avec 8 sports dont l'escalade et elle a été réintégrée. Et le changement majeur qui permet d'expliquer que l'escalade est rentrée aux Jeux Olympiques, c'est en 2013 la présidence de Thomas Bach qui instaure l'agenda 2020 et qui instaure en fait la possibilité au comité d'organisation d'avoir des sports additionnels. Ça veut dire qu'avant, le programme des Jeux Olympiques, c'était un programme fixe et chaque ville hôte s'engageait à reprendre le même programme année après année. Depuis 2013 et ce changement politique qui est quand même fondamental dans la stratégie du CIO, les comités locaux ont la possibilité de programmer des sports uniques en fonction de leurs souhaits. Et donc l'escalade a bénéficié de cette tendance-là pour rentrer aux Jeux de Tokyo, puisque le comité japonais a proposé au CIO l'intégration de l'escalade. Sauf qu'il y a des contraintes budgétaires et il y a des contraintes matérielles qui s'exercent sur ces comités d'organisation. Comme ce ne sont pas des sports, on peut les appeler titulaires, ces sports additionnels, et donc ils ont un statut précaire, ils sont contraints en termes de moyens. Donc le COJO, comité d'organisation des JO, a dit à l'IFSC, d'accord, on vous prend pour Tokyo, par contre, vous n'avez qu'une seule médaille. Donc c'était le deal dès le départ. Donc ça veut dire que si on se met dans la peau de l'IFSC, donc de la Fédération internationale d'escalade, ils étaient en train de se dire, soit donc au nom d'un certain nombre de principes, de valeurs, etc., on n'y va pas parce qu'on ne veut pas de combiné ou on ne veut pas qu'une seule discipline, soit, et c'est ce qu'ils se sont dit, soit on y va et on accepte les règles du jeu qui nous sont imposées. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'escalade est rentrée avec une seule médaille. Et donc, le CIO a suggéré à la Fédération internationale de ne pas laisser tomber une discipline au détriment de ne pas laisser tomber de discipline en cours de route, et donc a suggéré à la Fédération internationale de mettre en place un combiné pour intégrer justement ces 3 disciplines.
Alors merci. On va vous donner la parole pour poser des questions à Anouk sur son parcours au JO, mais juste avant, Yves, j'aurais une petite question par rapport à ce que vient de dire Augustin. Est-ce que donc ce format, comme tu l'as dit, que tu estimais très imparfait pour les raisons que tu as données, est-ce que ça, quand on sait qu'il y aura 2 médailles au prochain JO et peut-être 3 au JO d'après, est-ce que ça valait le coup d'en passer par là? Là, c'est pas trop grave dans la salle. Il faut prendre la pratique qui est la plus légitime en termes, pour moi, de représentativité et disons de mondialisation en quelque sorte. Et c'est à la limite, il fallait choisir une épreuve. Moi, je dis, il fallait choisir l'épreuve de ce que vous appelez l'épreuve de difficulté, parce que c'est celle-là qui représente de façon la plus. C'est pas, je ne vais pas dire par là que le bloc c'est moins bien que la difficulté, mais à choisir, puisqu'il n'y avait qu'une médaille. C'est au centre, on met la difficulté. Pourquoi? Parce que ça parle à tout le monde, à l'humanité toute entière et pratiquement à tous les grimpeurs. Et la vitesse, c'est confidentiel. La vitesse, ce n'est pas représentatif. Donc pour moi, il faut sacrifier la vitesse. Alors je crois Anouk. Hein. On peut passer directement le micro à Anouk, j'imagine. Non, mais c'est rien contre cette jeune femme, bien sûr. C'est loin d'être la première fois que j'entends ça, il ne faut pas s'inquiéter. Non, mais je comprends le point de vue et pour moi, en fait, entre guillemets, le problème, c'est que oui, l'escalade, elle vient de l'alpinisme et du coup, les gens ont cette vision d'aller découvrir la montagne, d'aller dans la nature, donc de rechercher la diversité, trouver ses solutions pour gravir une falaise ou un rocher, enfin peu importe. Mais justement, l'escalade, elle s'est développée. C'est aussi par la création des structures artificielles que les alpinistes ont pu s'entraîner pendant l'hiver pour pouvoir faire derrière des projets quand les beaux jours revenaient. Et au final, moi, l'escalade, je l'ai découverte directement sur les structures artificielles. Ce qui me plaît, c'est la compétition. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de souci à avoir les 3 disciplines. Et au final, ce qui est bien, justement, c'est qu'il y a toute une diversité de manières de pratiquer et chacun peut y trouver son compte. Donc moi, je suis à l'extrême exclusivement compétition, voire même que la même voie pendant 10 ans, ce qui peut choquer ou surprendre beaucoup de personnes. Et à l'inverse, on va avoir des personnes qui vont faire le tour du monde pour aller découvrir de nouvelles falaises et c'est ça qui est beau parce que chacun se fait plaisir dans tout ça. Après, du coup, forcément, quand on parle des JO, on est sur les aspects compétition. Voilà, pour un grand nombre de disciplines, c'est la compétition de référence. Donc moi, j'avais envie d'y voir figurer ma discipline. Et oui, et du coup, je trouve que c'est une bonne première étape d'avoir laissé entrer les 3 disciplines et surtout avec l'espoir de voir évoluer déjà en 2024 avec 2 médailles, quoi. Oui. Et ils en étaient revenus en disant mais ça c'est pas de l'escalade. Donc on voit bien que l'escalade a évolué effectivement avec son temps. Donc voilà, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse aussi de l'origine. À quel moment on a mis la compétition en place dans l'escalade? Au même titre que les voies de difficulté, quand il n'existait pas du SAE, les voies de difficulté étaient sur le milieu naturel et se posait le problème justement de la connaissance de la voie. Donc il y a eu un manifeste à l'époque. Il y avait une trentaine de grimpeurs dont Patrick Elmager et qui avait dit moi je ne toucherai pas à cela. Puis après il est allé justement à la médiatisation. Donc tout ça, il faut le mettre en regard. Donc il y a eu une évolution dans la société et la SAE et puis l'essor, la démocratisation de l'escalade dans le milieu scolaire a énormément évolué. Et on peut dire que la démocratisation de l'escalade s'est faite petit à petit. Je suis enseignant en éducation physique, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est la 3e discipline scolaire, en termes de sport scolaire, au niveau de l'école. Donc vous voyez qu'il y a eu un chemin quand même important qui a été fait.
moi aussi j'aurais préféré qu'il y ait 3 disciplines, parce que les grimpeurs, comme tu as très bien dit Annick, n'étaient pas forcément prêts parce qu'ils se sont très spécialisés et je trouve que ça a dû frustrer certains. Mais chapeau à nous qui a fait le pari justement de travailler les autres disciplines pour pouvoir être performants. Et je surenchérirais même là-dessus pour dire que c'est de parler de la fidélité historique, de la fidélité d'une discipline à son histoire, c'est assez compliqué. Parce que là, tu as parlé des compétitions de vitesse en URSS, mais j'y étais pas et sans être expert de la question, je sais que dans les premières compétitions en extérieur qu'il y a eu en France, il y avait une note de style. Alors si on rajoutait une note de style maintenant aux compétitions, je pense que ce serait, on crierait au scandale, quoi, où on trouverait ça un peu aberrant. Et pourtant, historiquement, on retrouve, il y a un précédent, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des certitudes là-dessus. Donc là, par rapport à ce qu'on vient de dire, comme on a la chance d'avoir quand même quelqu'un qui a vécu ça de l'intérieur, je ne sais pas si vous avez des questions sur ces JO de Tokyo pour Anouk, sur son parcours. Oui. Quand on regarde les JO, on les voit beaucoup discuter avec les autres candidats qui ont organisé les blocs, les voix. Est-ce que l'ambiance était bonne, même si c'était concurrence, est-ce que quand même Oui, alors, je rajouterai un petit truc même. Est-ce que l'ambiance était différente aux JO, bonne, mais aussi différente des Coupes du Monde, ou est-ce que c'était pareil? Alors oui, déjà la première chose en fait, c'est que toutes les filles et tous les gars qui étaient sur les JO, en fait, c'est les mêmes personnes qu'on croise depuis des années et qu'on côtoie sur les Coupes du Monde. Donc en fait, on se connaît tous. Moi, venant de la vitesse, j'avais moins l'habitude de papoter avec les autres pour lire les voies et les blocs. Mais c'est vrai que c'est toujours très, très sympathique. Et en dehors des barrières de la langue pour certains, voilà, quand on est en isolement ou au pied des blocs, ça échange. C'est toujours très, très cordial. Alors je sais pas, peut-être qu'il y en a qui disent pas tout, mais, mais en tout cas, de mon point de vue, c'était très agréable. Après, chacun a aussi sa façon de gérer sa compétition. Moi, pour le coup, sur les lectures, je les ai gérées plutôt de mon côté, parce que j'ai l'habitude d'avoir vraiment mon point de vue et pas pour me faire biaiser par l'avis des autres avant de me faire le mien. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Est-ce que c'était différent des Coupes du Monde ? C'est difficile de répondre. Oui, on sentait que c'était quand même la compétition qu'on attendait depuis 4 ans, mais moi, je ne l'ai pas ressenti réellement dans les relations directes avec les autres, quoi. Oui, oula, 3 mains qui se lèvent, on va toutes les prendre. Oui. Totalement. C'est encore une fois, c'est le format qui amène dans des situations comme celle-ci. Moi, ça a été très compliqué justement. Je me suis pas lancée dans ce projet d'entraînement pour le combiné au début. Je m'étais dit non, en faisant que de la vitesse, c'est même pas la peine. Mais au final, oui, ça a été très difficile pour moi de choisir la stratégie. Et au final, j'ai été obligée de faire des impasses. Donc notamment sur la difficulté qui déjà était mon point faible et que j'ai décidé de laisser de côté parce que forcément même en 3 ans d'entraînement, comment voulez-vous que moi, Anouk, j'arrive à aller rivaliser
avec les 20 meilleures mondiales, sachant que voilà, même les meilleures Françaises en difficulté qui s'entraînent depuis des années ont du mal à rentrer sur des finales de Coupe du Monde de difficulté. Je me disais comment, de mon point de vue, c'était impossible. Après, voilà, on réfléchit, on dit bah voilà, quels sont mes atouts en fonction du mode de calcul, comment je peux m'en sortir. Donc moi, forcément, en fait, il fallait trouver l'équilibre entre, il faut absolument que je gagne la vitesse, donc il faut avoir le meilleur niveau mondial en vitesse, et à la fois, il faut que je m'entraîne à fond sur le bloc. Et voilà, j'avais ciblé vraiment des points spécifiques à travailler. Typiquement, au sein du bloc, je m'étais dit physiquement, ça va être compliqué de revenir. Donc j'avais fait le choix de travailler à fond sur les aspects tactiques, techniques, sur la dalle. Voilà, en vitesse, on a plus des qualités de coordination, explosivité. Donc voilà, j'avais identifié les profils de dalle et de coordination à travailler et aller à fond dans ces points forts. Et au final, là, le format, l'ouverture des blocs a plutôt répondu dans ce sens-là, puisque c'est celui que je réussis. Mais c'est vrai que c'était frustrant de se dire, voilà, j'arrive en difficulté. Je sais que voilà, moi, concrètement, j'ai fait peut-être 3 séances dans l'année, quoi. J'ai fait 3 voies où je m'entraînais voilà, en fait, pour essayer d'optimiser au maximum tout ce que je pouvais faire. Mais évidemment, la voie, concrètement, je lisais la première moitié. Hein. Voilà, il faut être réaliste à un moment, c'est triste, ça fait pas plaisir. Mais voilà, encore une fois, on s'est adapté à l'environnement qui nous était proposé, quoi. Alors, on avait 2 autres questions. Ouais. Alors à ma connaissance, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Le format, il a été critiqué dès le départ et encore aujourd'hui. Et je pense que ça satisfera aussi bien les athlètes que les entraîneurs, que les institutions, de retrouver ces 3 disciplines de manière séparée. Et ouais, du coup, je suis totalement d'accord avec toi. C'est certainement un aspect qui a joué. Et de toute façon, on a vu que voilà, pendant la période de sélection, il y avait quand même un grand nombre d'athlètes qui s'étaient lancés sur ce projet. Mais dès que les 20 noms ont été connus, tout de suite les autres ont rebifurqué dans leur spécialité. Donc soit la vitesse, soit du coup bloc diff. Ouais. Vas-y. Je me permets d'ajouter quelque chose par rapport à ça. Par rapport au combiné, ce qu'on voit, c'est que la FFME, elle a essayé justement d'imposer le combiné, ou en tout cas de promouvoir le combiné comme un nouveau format de référence. Notamment, il me semble, vous me contredirez si je me trompe, sur les catégories jeunes, il me semble qu'en poussin et benjamin, les compétitions sont passées à peu près aux dates où le combiné a été officiellement désigné comme format olympique. Il me semble que c'est passé comme format de référence pour les compétitions poussin-benjamin. C'était avant ? Ah, c'était déjà avant ? D'accord. Justement, pour faire spécialiser les trop jeunes à une activité. Autant pour moi, alors. Mais en tout cas, ça permet du coup toujours d'avoir ces 3 disciplines pour les futures générations. Mais en tout cas, moi j'avais lié ça, alors c'est une erreur de ma part, à l'olympisme. Mais toujours est-il que derrière, effectivement, ça ne va pas être reconduit en tout cas.
Mais il semblerait qu'il y a des nostalgiques. Alors, moi, j'ai entendu parler de nostalgiques du combiné. Mais ça doit être un phénomène marginal de personnes qui regrettent que le combiné. Eh ben, moi, j'en fais un peu partie dans le sens où, pareil, je le trouvais imparfait ce format et tout. Mais ces aspects de journée pleine de compétition avec du suspense toute la journée, une tension de chaque instant où chaque prise peut tout changer pour tout le monde. Et ben, au final, il y a ce petit côté-là, je l'aimais bien à titre perso et il va un peu me manquer parce qu'on l'aura plus après. Mais bon, globalement, je suis d'accord avec tous les défauts de ce format aussi. Hein. On avait, pardon, tu voulais ajouter un truc je voulais insister. Prenons l'exemple. Anouk, donc, elle a fait l'impasse sur la difficulté. 3 séances, elle a fait. Et imaginez par contre à l'autre côté un gars comme Adam Andra, qui est quand même considéré comme un des tout meilleurs, disons, du monde. Lui, il a dû bosser comme un malade, quand même, la vitesse. Il n'a pas dû faire que 3 séances pour essayer de gagner sa chance. Et au résultat, bon, je veux dire, donc, pour moi, c'est pas un règlement qui respecte en définitive la culture de l'activité, qui respecte aussi les athlètes. Bon. Et pour revenir maintenant sur l'histoire, je ne pense pas qu'on a fait les murs d'escalade pour préparer les alpinistes. Non. Que des falaises aient été équipées à une époque pour que ça serve de préparation aux alpinistes, d'accord. Mais les murs d'escalade, ils ont pas été simplement finalisés par rapport à l'alpinisme. Et si les compétitions d'escalade, je ne crois pas d'ailleurs que Edlinger avait signé, lui, justement, mais bon, si les compétitions d'escalade, elles sont aujourd'hui en site artificiel et pas en site naturel, c'est pour 2 raisons. C'est pour la raison numéro 1 d'abord, c'est que la compétition, je reprends le cadre de référence de Bernard Jeu, c'est très important, la compétition, c'est de l'égalité des chances à l'inégalité du résultat. Or, en site naturel, c'était difficile de préserver le principe d'égalité des chances. Parce que qui dit que celui qui n'a pas été possibilité, je ne rentre pas dans les détails, mais il y avait eu plein de contestations à l'époque. Puis il y avait une deuxième raison, tout à fait recevable, encore plus maintenant, c'était une raison écologique. C'est qu'en fait, une compétition d'escalade en site naturel, ça a tendance à dévaster le site ou le contexte. Donc la compétition, c'est très bien, mais la compétition, de toute façon, en escalade, ça ne peut être qu'un phénomène qui n'est pas essentiel dans l'activité. L'escalade, c'est avant tout, c'est une épreuve d'abord. Une épreuve, c'est-à-dire affronter les enfers en revenir régénéré, article 1. Article 2, c'est une performance. Alors la performance, c'est raccourcir le temps, agrandir l'espace. Et ensuite, à la compétition. Bon, et tous les sports se distribuent du point de vue, en gros, des émotions par rapport à ça. Et pour terminer sur la performance, ce qui est premier en escalade, c'est pas raccourcir le temps, même si c'est un critère. Le premier critère, c'est agrandir l'espace. Et en gros, c'est un gagne-terrain. C'est celui qui est en bas et c'est celui qui va le plus haut et si possible qui sort la voie. C'est ça l'essence de l'activité. Et d'un certain point de vue, tout ça, c'est un peu bousculé par ce règlement, mais excusez-moi, un peu merdique et confus, qui répond à d'autres critères qu'à des critères sportifs et à des critères culturels. Alors, merci pour cette franchise qui anime le débat. Je crois qu'on avait une autre question, au fond. Alors moi, c'était un petit peu particulier comme situation parce qu'en fait, le décalage d'1 an des JO s'est fait avant ma sélection officielle. Donc, alors après, depuis 2017 où j'ai commencé à m'entraîner pour le format combiné, ma planification, elle était calée pour être en forme le 4 et le 6 août 2020 puis 2021, quoi. Mais du coup, le fait que ce soit décalé, moi, je l'ai vraiment vu plus comme une opportunité de progresser encore plus dans plein d'autres domaines. Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai pris de manière plutôt positive. Oui. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on n'est pas... tant qu'il y a de la dynamique, on continue. On n'a rien de cadré.
Ouais, bah c'est une question intéressante et que je m'étais posée. Justement, est-ce que le fait de m'entraîner dans d'autres disciplines, ça va être délétère ou bénéfique et justement, en fait, on a réfléchi à quels aspects travailler qui correspondent à un maximum de disciplines. Donc, que ce soit aussi bien sur les aspects physiques, techniques, j'y reviens toujours. Mais par exemple, on s'était dit... sur la préparation physique, sur le haut du corps, sur les bras, on va les travailler plutôt sur les aspects force parce que ça va plus correspondre au bloc et à la difficulté. Sur les jambes, on était resté vraiment sur l'explosivité puisque forcément en bloc et en difficulté avec plus de dévers, ça sert à rien d'avoir de la force. Donc c'est en fait quelque chose que j'ai trouvé très intéressant de creuser, justement d'avoir ces trois disciplines qui demandent des qualités très différentes et de dire comment moi j'organise ça. Et donc effectivement c'était des heures et des heures de réflexion, de lecture d'articles pour savoir ce qui se faisait de mieux et voilà ce qui allait être le mieux pour moi au final, quoi. Alors oui. Alors, à moins que vous vouliez répondre, moi j'ai sur la première partie, j'aurais un truc à répondre sur la première partie de la question, qui est au niveau, par rapport au caractère spectaculaire ou non de la vitesse. Je pense que le côté spectaculaire des choses, il dépend énormément de l'intérêt qu'on y porte et de l'enjeu. Si on connaît les grimpeurs, s'il y a un gros enjeu derrière. C'est comme au foot. Au foot, un match de bas de classement ou de milieu de tableau de Ligue 1, il va attirer moins de spectateurs qu'une demi-finale de Champions League parce qu'on y met plus d'enjeux. Et je pense que dans les trois disciplines, c'est pareil. Suivant notre degré de passion, de connaissance de la chose, de connaissance des athlètes, on va tout trouver spectaculaire ou pas, suivant qu'on s'y intéresse. Et je pense que la vitesse, c'est dans le même panier à ce niveau-là. Je pense que si on s'intéresse à la discipline, aux champions, aux chronos, aux références sur les chronos, on va trouver ça super intéressant. De même que quelqu'un qui va regarder une compète de difficulté sans connaître les gens, sans être vraiment passionné, je me dis qu'il peut ne pas trouver ça très intéressant, alors que moi je vais avoir les mêmes moites en regardant ne serait-ce qu'une demi-finale de Coupe du Monde, quoi. Voilà. Oui. Mais parce que c'est quelque chose de base qui te passionne pas. Il y a
coureur de 100 mètres, un coureur de 400, un coureur de marathon. Et voilà, donc c'est trois disciplines différentes, mais pourtant elles font partie de la même famille. Et là, j'ai envie de dire, c'est des pratiques différentes qui font partie de la même famille. Et effectivement, on a trouvé un compromis avec trois activités de cette famille-là. C'est comme ça que je vois la chose. Et effectivement, l'escalade qui dure 5 secondes, 5 ou 6 secondes, c'est peut-être plus parlant pour un spectateur non averti, parce que tout de suite on comprend celui qui arrive le premier, alors que les escalades de difficulté qui durent, les premières compétitions, la première avait lieu à Vaux-en-Velin il y a 30 ans d'arrière, là, quand ça reste pendant 15 minutes, qu'il y en a un ou une qui se replie la cerise pendant 1 ou 2 minutes, c'est pas télégénique ça. Donc c'est bien pour ça que c'est un compromis avec qu'attend le spectateur, parce que la compétition, c'est ça aussi. La compétition, elle est générée aussi par le spectacle. Le spectacle que ça génère. Maintenant, les puristes, entre guillemets, est-ce qu'il y a des puristes? On ne sait rien si on peut parler comme ça. Mais l'escalade, comme a dit Bruno, peut vivre aussi sans la compétition. Donc, la compétition, c'est une facette de l'activité. Et l'activité, il y a X escalades. Il y a la danse escalade, etc. Voilà. Pour moi, c'est des choses différentes. Et puis chacun apprécie en fonction de son émotion. C'est ça, génial. Ouais, moi, je vous rejoins complètement, où au final, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, on essaye de définir une supériorité d'une discipline par rapport à une autre. C'est simplement que pour moi, elles peuvent toutes cohabiter les unes avec les autres. Chacun trouve le plaisir là où il a envie. Il regarde ce qui l'intéresse, il ne regarde pas ce qui ne l'intéresse pas. Et voilà, en fait, c'est tout simplement. Et je pense qu'il y a un biais aussi par rapport au fait qu'on est là tous sans doute des grimpeurs et des spécialistes de l'activité. Et donc on connaît la difficulté, on connaît le bloc, mais il ne faut pas oublier que le business model du CIO, c'est de vendre des droits télé. Et c'est surtout de vendre des droits télé sur des extraits parfois extrêmement courts des pratiques sportives. L'escalade, moi j'ai pas du tout regardé sur France TV, j'ai regardé uniquement le streaming sans commentaire, parce que l'autre streaming, il passait que des petits extraits de l'escalade, il n'y avait jamais l'intégralité de l'épreuve. Et donc au final, un non-pratiquant qui regarde un spectateur et qui n'est pas averti, on ne lui donne pas les clés pour comprendre la difficulté ou le bloc, parce que ça suppose un minimum de temps pour s'adapter, pour connaître l'activité, le règlement, etc. Et dans ce contexte-là, je précise bien que c'est dans ce contexte-là où on a un temps d'antenne qui est très réduit, la vitesse, c'est ce qui capte le mieux l'attention d'un public non averti. En tout cas, après, c'est empirique, mais avec mes étudiants, je leur ai demandé la vitesse, ils m'ont tous parlé de la vitesse, la voix et le bloc, ils n'ont rien compris. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne suis pas, mais je ne dois pas être le seul. Je pense qu'il faut opposer un mouvement de résistance extrême à toute cette logique de la marchandisation, de la performance et du sport. Et ce qui compte pour moi, c'est pas les audiences. Ce qui compte, c'est pas. On va pas proposer n'importe quel spectacle. Parce qu'en définitive, ça fera de l'audience. Ça, je m'excuse, c'est du business. Il faut réfuter cette logique-là. Il faut réfuter la logique de la marchandisation à l'extrême. Et à un moment donné, sinon, c'est. De toute façon, on ira vers ça. Il faut se poser sur le fond. Un autre sport est possible. Moi, j'ai participé à la première compétition d'escalade. Ils sont 6. On voit en ce moment le nombre de femmes, entre autres, de participants. On voit qu'on est arrivé aux Jeux Olympiques. Parce que c'est quand même quelque chose. Se retourner et voir par quoi on est passé quand même. Parce qu'il y a eu des règlements pour changer les machins. C'est sûr, le format, il correspond des fois plutôt au grimpeur. Le prochain format, ça sera totalement différent. C'est clair que moi, les filles aussi, on a
Non, Reza Alipour, non? Alors on va en parler de ce combiné parisien. Mais avant, alors il y a peut-être d'autres questions parce que allons-y. Tant qu'à mis. Oui, alors déjà, la première chose, c'est que moi, quand j'ai commencé l'escalade, la vitesse, je ne savais même pas ce que c'était, je ne connaissais pas. Donc j'ai commencé, comme tout le monde, à faire des voies, à faire des blocs. Et au final, je suis rentrée au pôle de par mes résultats en bloc et en difficulté. Il s'est trouvé que c'est le moment où ils ont installé le pôle, donc c'était février 2011, qui est le mur de vitesse qui a été installé à Voiron. Et moi, c'est une discipline qui m'a intriguée, un effort explosif. Je me suis dit, ah tiens, ça pourrait me plaire. J'ai voulu essayer, ça m'a plu. Et derrière, je me suis spécialisée là-dedans. Mais du coup, j'en avais déjà fait avant. Des compètes de bloc et de div, j'en ai fait jusque mes dernières années en catégorie junior. Et j'aime grimper. Les voies un petit peu moins, mais j'adore faire du bloc. Et donc, j'étais toute contente de m'y remettre pour les JO. C'était pas du tout quelque chose de contraint, quoi. Bah alors là, pour le coup, moi, je me suis mise à la retraite. C'était un choix que j'avais déjà fait d'arrêter après les JO. Donc ce ne sera pas le cas. Mais en tout cas, si je vais grimper, je vais faire du bloc avec grand plaisir. Ok. Alors, merci beaucoup. On a bien parlé sur les JO qui viennent de se passer. Alors maintenant, avant de parler des JO de Paris, on va essayer, si on a le temps, alors je voudrais vous demander ce que vous pensez de l'impact des JO sur l'escalade, mais sur l'escalade au sens large, pas sur juste le milieu de la compétition de haut niveau. Est-ce qu'il y a une théorie du ruissellement qui s'applique et qui va faire des bénéfices économiques, sociaux, je ne sais quoi, qui s'appliqueront à l'escalade? Qu'est-ce que vous pensez de ça, peut-être, Augustin? Ouais, alors moi justement c'est une des interrogations qui traverse mon travail, c'est est-ce que les JO sont véritablement vecteurs d'un développement pour le sport tel que les promoteurs de l'escalade olympique l'ont répété au fil des années pour justement justifier l'intégration de la discipline au jeu. Et en fait, je pense que l'équilibre entre les JO comme moyen de développer le sport et donc finalement une cause du développement du sport, il faut équilibrer ça avec le fait que les JO sont aussi une conséquence du développement du sport. Ça veut dire que le CIO s'est intéressé à l'escalade à partir du moment où l'escalade est devenue un sport populaire. Donc je m'explique, vous avez constaté depuis quelques années que le nombre de salles privées par exemple explose en France mais également à l'international, en Europe, en Amérique et dans d'autres pays. Le CIO s'intéresse également à un sport à partir du moment où celui-ci prend de l'ampleur et devient populaire. Et finalement, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, mais je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur le fait de dire que c'est finalement quelque chose qui va permettre de développer le sport. C'est finalement peut-être aussi parce que l'escalade est en plein boom que le CIO s'y est intéressé. D'autant plus que là, on connaît une crise sanitaire, donc un événement qui est complètement fortuit, qui n'a aucun lien direct avec l'escalade et le comité olympique. Toujours est-il que ça amène d'importants bouleversements au niveau des fédérations, au niveau des salles, etc. Donc du coup, pour moi, ce lien, il est extrêmement complexe à faire. Yves, peut-être? Moi, je trouve les JO n'ont pas à précéder le développement, d'abord. Ils prennent en compte un développement réel. C'est ce que vient de dire le collègue. Mais je préciserai, mais même l'escalade, elle n'a pas attendu le développement des salles privées pour se développer. Ce qui s'est d'abord développé, de par le monde, c'est les falaises sportives. Ça, c'est développé. Après, il y a le développement des murs d'escalade et des salles. Le mur d'escalade, lui, et la salle de bloc,
il offre les outils pour l'organisation de cette compétition. Donc c'est normal, mais je veux dire, en gros, le développement quand même de la pratique, il a commencé déjà avec surtout avec le développement des falaises et l'équipement des falaises, de telle façon qu'en gros, les grimpeurs modernes puissent gérer, développer leur activité et tout en préservant leur sécurité. C'est ça qui fait la grande différence entre l'escalade sportive et l'alpinisme. Donc, bon, on peut attendre je pense qu'en fait, c'est pas forcément les géos qui développent l'activité. Bon, d'autant plus que là, il abiaise. Pour moi, il abiaise en mettant l'accent sous une forme, et même entre parenthèses la vitesse, comme le disait Gilles. Il y a peut-être d'autres façons de prendre en considération la pratique de la vitesse en escalade que cette forme, à mon avis, qui est une impasse. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas trop miser sur l'effet de ruissellement, là comme en économie. Alors oui, bien sûr, ceux qui veulent, pour le marché, oui, d'accord. Et pour la visibilité, pour les sponsors, ok. Mais pour le reste, c'est pas ça l'essentiel. Ok. Alors, Anouk, peut-être, sans parler de l'escalade en général, mais est-ce que depuis que tu es passé au JO, les gens te reconnaissent dans la rue ou comme ça Est-ce que pour toi, ça a changé Tu as l'impression qu'il y a eu une prise de conscience de l'escalade par le grand public, peut-être des gens de ta famille qui ne sont pas du tout grimpeurs qui t'ont vu, ou je sais pas. Alors déjà, juste par rapport à l'événement des JO, j'ai senti beaucoup de soutien et beaucoup de messages de personnes qui s'y intéressaient de par cet événement. Alors non, on ne me reconnaît pas dans la rue, mais heureusement. Je ne suis pas très communication, réseaux sociaux, tout ça, donc ça me va bien. Mais c'est vrai que globalement, on voit plus facilement de l'escalade simplement dans la rue, dans des publicités, à la télé, sur plein de choses. On sent que le sport est un petit peu plus présent et il existe. Voilà, et il y a peut-être aussi un peu plus d'appels de journalistes. Je me dis heureusement que j'ai pas eu de médaille parce que sinon mon téléphone n'arrêterait pas de sonner. Mais oui, forcément, on sent qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'y intéressent. Après, les conséquences économiques, politiques, tout ça, c'est difficile de se prononcer. Oui, c'est difficile sur des impressions, c'est sûr. C'est sûr. Et alors, une question pour Augustin. Alors, ok pour l'escalade en général, mais pourquoi on n'a pas la chance d'avoir la Fédé avec nous, mais toi, tu sais peut-être nous répondre de pourquoi c'est si important d'être au JO pour la Fédé. Qu'est-ce que ça va impliquer pour elle en termes économiques ou de crédibilité? Alors, il y a plusieurs choses. Donc déjà, pour la fédération, il y a un truc qui s'appelle la convention d'objectifs. C'est un contrat qu'elle passe avec le ministère des Sports et qui lui apporte des financements ainsi que des cadres d'État, des fonctionnaires qui sont mis à sa disposition. Et donc, de ce que les membres de la fédération m'ont dit, le fait d'accéder aux Jeux Olympiques a permis une augmentation de la convention d'objectifs. Donc ça veut dire que très concrètement, des moyens ont quand même été mis grâce à l'intégration au JO. Ça a quand même permis une augmentation des moyens, alors je ne sais pas si Annick tu l'as ressenti, sur le pôle sportif de sport de haut niveau et principalement sur le pôle préparation olympique. Également, moi je pense d'un point de vue plutôt symbolique, ça a permis à la FFME, à la direction en tout cas précédente de 2005 à 2021, d'avoir la reconnaissance aussi de son projet politique, puisque la FFME s'est beaucoup impliquée au niveau de l'IFSC et en son nom propre, par exemple pour l'organisation des championnats du monde à Bercy en 2012, en 2016. Et donc finalement, la FFME a travaillé, ou en tout cas s'est investie en tant que fédération nationale dans l'entreprise internationale olympique. Et donc du coup, ça lui apporte aussi une légitimité par rapport aux actions qu'elle a entreprises au niveau national. Ok, merci. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet-là ou des remarques. Alors oui, peut-être repréciser ça, c'est vrai que c'est intéressant. Donc l'escalade a un statut de sport additionnel. Donc c'est une nouveauté qui est permise à partir des Jeux de Tokyo. En fait, depuis les Jeux de Tokyo, c'est les premiers jeux où on a ce principe de sport additionnel. Donc vous avez peut-être entendu parler du karaté
qui était présent aux Jeux de Tokyo, avec d'ailleurs un Français qui a fait une médaille. Et le comité d'organisation de Paris n'a pas souhaité reprendre le karaté, ce qui fait que le karaté était présent à Tokyo et ne sera pas présent à Paris. Et en fait, on passe d'une logique basée sur un programme à une logique basée sur chaque événement. Donc chaque événement peut choisir en fait quelques sports additionnels. Ce qui fait que là, à Paris, comme l'escalade marche bien en France, ils ont repris l'escalade et qu'il y a une bonne dynamique autour de l'escalade. Pour Los Angeles 2028 et pour les Jeux d'après, on n'en sait rien. On peut supposer que le souhait d'avoir donc une médaille à Tokyo, 2 médailles à Paris, puis 3 médailles à Los Angeles, voire 4 médailles avec les 3 disciplines plus un combiné, ça puisse suivre cette logique-là qui est celle qui est voulue par les dirigeants politiques de l'escalade. Simplement, on n'en a aucune certitude. Et ça dépend en grande partie de la volonté du CIO et des comités d'organisation locaux. Sachant qu'on peut facilement imaginer, avec la dynamique qu'il y a en ce moment depuis quelques années aux US, avec des très forts grimpeurs qui émergent et qui trustent les podiums en Coupe du Monde, alors qu'au début des années 2010, il n'y avait presque pas d'Américains sur les podiums. On peut imaginer qu'à Los Angeles, ils soient plutôt motivés même pour garder l'escalade, parce que là, ils ont une super dynamique avec des grimpeurs assez jeunes, des très bonnes écoles et tout ça. Donc voilà. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée. Moi, j'ai pas d'infos en France sur les résultats. Qu'est-ce qu'a fait le streaming de l'escalade par rapport aux autres sports. J'ai entendu Adam Ondra dans une vidéo où il disait que ça avait été une audience phénoménale en République tchèque, mais à cause de lui en fait, vu que c'était la star numéro 1. Et je me demande s'il dit pas dans la vidéo que ça a même été le sport le plus regardé, mais je suis pas sûr. Mais en gros, ça a cartonné chez lui, quoi. Bon, voilà. Donc c'est la seule info que j'ai à ce niveau-là. Et d'ailleurs, dans cette même vidéo, il disait, ça me fait penser par rapport à la vitesse, ce qu'on disait. Il disait que, en gros, son niveau en vitesse, c'était équivalent à peu près à du 8A selon lui, du 8 à voix. Bonne question. Si on avait un intervenant de l'IFSC, on aurait pu lui demander. Mais... non. Alors, je vous propose de toucher un petit mot de ce fameux format retenu pour Paris 2024. Donc, a priori, ce sera deux médailles, un combiné bloc diff et d'un côté et la vitesse de l'autre côté. Alors... bien, pas bien, bon, on en a déjà un peu parlé, mais bien, pas bien, qu'est-ce qui a été dit sur ce combiné bloc diff, comment ça va être, voilà, si vous avez des choses à dire sur ce... Anouk, peut-être, qu'est-ce que tu en penses ? Bah, moi, je trouve que, voilà, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Pour les spécialistes de vitesse, forcément, c'est une super nouvelle parce que ils vont pouvoir du coup s'éclater en étant à fond dans leur discipline, sans devoir développer d'autres qualités. Pour les bloqueurs d'IFE, je sais pas trop comment ils le prennent, le fait parce que eux, ça reste quand même un combiné. Et bon, il y en a qui sont quand même ultra spécialistes que en bloc ou que en difficulté. Donc c'est sûr que c'est une avancée et je pense qu'il y en a beaucoup quand même qui se font plaisir dans les deux disciplines. Après, voilà, je sais que le format, le mode de calcul est encore en questionnement et en développement, donc faut voir ce qui va sortir et ce qui va être proposé, quoi. Alors, je pense que si il répond aux critères de qualification, non, la porte ne sera pas fermée à mon avis. Après, avant de trouver un athlète qui va être capable de se qualifier et en vitesse et en bloc diff, on n'y est pas. Mais pourquoi pas pardon, juste, j'en vois un peut-être, c'est un Kazakh Rizat Kaybulin.
C'est un Kazakh qui avait fait 3e au championnat du monde de combiné, qui était au JO, qui s'est raté au JO. Mais alors lui, il est vraiment bon en vitesse, ce ne serait pas aberrant qu'il se qualifie. Il est jeune. Et il n'a pas encore trop fait ses preuves en bloc et diff. Mais alors, je l'ai vu en difficulté à la Coupe du Monde de Briançon en 2020, je crois, avant les JO. Et il m'avait fait très forte impression, c'est-à-dire qu'il grimpait vraiment pas bien, lentement, sans rythme. Et il avait mis la pile en qualif à beaucoup de spécialistes avec une résie quasi illimitée. Et je me suis dit, s'il arrive à trouver, s'il arrive à s'exprimer au JO, il va faire très mal. Et je pensais qu'il était un candidat à la victoire, même moi, parce qu'il avait encore 2 ans pour se préparer. Et alors lui, à mon avis, peut-être qu'il pourrait se qualifier. Pour si vraiment, il faudrait qu'il s'investisse pour. Mais bon, mais non, mais globalement, c'est pas trop d'actualité, je pense. Oui. Alors oui, peut-être Augustin, tu nous expliques rapidement toi qui t'es renseigné. Alors je me suis replongé dedans dans le train ce matin, donc c'était pas très très clair. De ce que j'en ai compris, chaque épreuve peut valoir 100 points, avec 4 blocs qui valent 25 points chacun. 10 points si vous faites la zone supérieure et 5 points si vous faites la zone inférieure. Et donc en fait, il y a 2 zones. Ah non, pas dans tous les blocs. Ah oui, c'est ça. Et il me semble que le nombre d'essais devient vraiment secondaire dans la discrimination, puisque c'est moins 0,1 point. C'est ça, hein, il me semble. Oui, mais du coup, ça compte quand même, en fait. C'est simple, ça départage tout autant. Ça arrive au 3e stade, mais pour moi, ça ne change rien, en fait. Enfin, ça va quand même avoir de l'impact, les essais. Alors, donc c'est vrai qu'on était habitué au système avec une prise qui est numérotée, où on a un score 22+, 33, etc. Là, ça veut dire que le top, c'est 100 points. Les 5 premières prises valent 1 point. Les 10 d'après valent 2 points. Les 15 dernières valent 5 points. Et donc, en fait, ça veut dire aussi qu'en termes de nombre de prises, ça doit être standardisé, sans doute, en termes de nombre de mouvements. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une suggestion d'un groupe de travail et que ce n'est pas encore définitif. Mais c'est effectivement assez obscur encore, je pense. Alors Yves, peut-être. Ouais, moi, je suis pour, à la limite, dire non, mais il faut supprimer d'abord des épreuves dans d'autres disciplines. En natation, il y a beaucoup d'épreuves qui font doublon. Ils distribuent trop de médailles dans certains sports. Bon, mais là, ça va faire hurler d'autres choses. Pour moi, il faut dégager, il faut garder le principe de représentativité de la pratique. Donc, je reprends les arguments de Gilles dans Grimper, justement. Hein. Donc, pour moi, exit la vitesse. Exit la vitesse. Il y a 2 médailles, enfin 6 médailles. Il y en a 3 pour le bloc et 3 pour la difficulté. Et il faut arrêter ces usines à gaz. Il faut leur envoyer une bande de gilets jaunes de l'escalade. Mais ce n'est pas normal, ce système-là, où en gros, c'est des bureaucrates et des technocrates qui décident, en définitive, sans prendre en compte vraiment la réalité de l'activité. Donc là, pour moi, c'est scandaleux. Oui. C'est l'inverse que ça doit être. C'est la pratique qui vient du bas qui évolue, après les JO le prennent en compte. C'est pas dans le bon sens. Ouais. Alors, non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, il y a quand même quelque chose à réfléchir comme ça. Est-ce qu'il faut cette idée que ce soit le plus représentatif possible, sachant que dans le sport, il y a eu de l'innovation à tous les étages, dans toute l'histoire du sport, il y a eu beaucoup d'innovation qui s'est installée. Donc, c'est vrai que... Et après, c'est vrai que moi, je trouve qu'Yves a raison dans le sens où il faut garder un sens critique.
il faut pas, parce que c'est nouveau, parce que ça va faire du business, c'est pas non plus pour ça que ce sera bien. C'est vrai qu'il faut garder un sens critique, mais voilà. Mais toujours est-il que bon, ce classement du nouveau combiné, ça paraît bon là, ce qui a été proposé, ça paraît douteux, quoi. Si même les grimpeurs, ils ont du mal à comprendre. Alors pour rebondir là-dessus, je ne sais pas pour Paris ce qui se trame, mais pour Tokyo, la FFME et 6 autres fédérations avaient créé un groupe 7 de 7 fédérations pour définir ensemble le format. Et il me semble que les athlètes avaient été impliqués. Alors je ne sais pas si toi tu avais participé, Anouk, ou si tu avais été impliqué dans ce processus. Mais l'IFSC, de ce que j'en comprends, est quand même une fédération qui essaye de prendre en compte l'avis des athlètes. Donc effectivement, c'est peut-être pas représentatif de l'ensemble des grimpeurs, de l'ensemble de l'activité. Maintenant, les athlètes ont également un intérêt à ce que les compétitions se développent, à ce que les compétitions soient médiatisées. Et peut-être que l'IFSC intègre quand même des athlètes dans le processus de décision. Donc, voilà. Alors, oui, pour répondre à ta question, il y avait eu un test event qui avait eu lieu à Voiron d'ailleurs, où il y a différentes propositions qui avaient été testées par quelques grimpeurs pour voir la faisabilité. Je pense qu'il y a quand même une grosse contrainte qui est le temps qui est donné pour élaborer justement ces formats. Là déjà, ça a été relativement court entre 2017 et 2021, les JO. Là, au final, il y a seulement 3 ans pour générer justement ce nouveau format avec toutes les contraintes qu'on a évoquées. À la fois, il faut que ça plaise au public, que ce soit pratiqué de partout par une majorité de personnes. Je trouve qu'on est dans une période d'évolution qui est hyper intéressante. Et voilà, on ne sait pas où ça va nous mener. Et il faut essayer de satisfaire tout le monde. Mais de toute façon... Quoi qu'il en soit, tout le monde aura son mot à dire et je crois que les gens aiment râler de manière générale. Donc dans tous les cas, il y aura des personnes heureuses, d'autres moins. Mais c'est toujours intéressant justement de se creuser la tête et d'essayer de prendre en compte tous les facteurs pour faire quelque chose qui convienne le mieux à un maximum de personnes, quoi. Ok, alors peut-être si vous avez des questions là-dessus, peut-être, ou alors, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Sinon, on va sur les 5 minutes qui nous restent, on va passer à la dernière partie sur le temps qu'on peut. En fait, là, je voulais vous interroger un peu sur la question des valeurs. C'est-à-dire qu'on prend comme acquis que c'est bien que l'escalade soit au JO, qu'elle rentre un peu dans le rang de tous ces autres sports, que ça va apporter de la médiatisation, que les athlètes seront peut-être mieux payés ou qu'ils auront plus de facilité à trouver des contrats et tout. Mais des fois, moi, j'ai un petit regret par rapport à ça et je me dis que l'escalade, elle a un passé de sport anticonformiste, un peu avec des valeurs un peu libertaires, un peu hors du système, proches de la nature. Enfin, c'est des valeurs qui sont dans l'imaginaire. Et des fois, je me dis, mais c'était peut-être pas si mal d'être hors des JO, hors de tout ce foin, de cette instrumentalisation politique, de certains scandales et tout ça. Donc, je sais pas ce que vous pensez de ça. Est-ce qu'au final, je pense qu'il faut pas s'interdire d'y réfléchir et je me demande ce que vous en pensez, quoi. Juste du coup la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le fait que la partie sportive de l'escalade soit au JO va empêcher justement toutes les personnes qui pratiquent, comme tu le dis, de manière libertaire, en allant au pied des falaises. Est-ce que ça va les empêcher d'avoir cette pratique? Au final, je pense que c'est ça la question, ou est-ce que chacun peut continuer à faire ça? Alors, moi, je trouve que la question des valeurs, elle est intéressante. Et si on s'y penche un peu plus en détail, je trouve qu'il y a quand même une contradiction où, d'un côté, effectivement, on a ce côté alternatif qui est présent au moins dans l'imaginaire de l'activité. D'un autre côté, on a une réalité sportive que les grimpeurs occultent peut-être
inconsciemment parfois, mais finalement, même pour des grimpeurs qui grimpent exclusivement en site naturel, on a souvent un comportement de consommateur sportif lambda et finalement on retrouve des similitudes entre une pratique sportive on va dire mainstream et l'escalade. Je trouve il y a beaucoup d'éléments qu'on retrouve et on a l'impression de faire une pratique différente, alternative, mais finalement on reste dans une logique de produire de la performance, de se valoriser. Alors c'est pas via la compétition, mais ça va être via sa liste de croix ou sur les réseaux sociaux, etc. Et finalement, je trouve que cette histoire de valeur, parfois, elle sert un petit peu à garder un petit peu un côté distinctif et à rester un petit peu en disant bah non, on n'est pas un sport comme les autres. Mais il y a un certain nombre de grimpeurs qui ont quand même dans leur pratique tous les attributs des pratiques sportives classiques. Ceci étant dit, on a quand même la chance d'avoir des garde-fous dans notre pratique. Ça veut dire que oui, on a une logique parfois un peu sportive et on a des contradictions, mais on a quand même une pratique qui est très riche, qui est très diversifiée, avec quand même des valeurs qui sont là. Et ces valeurs, même si parfois, selon les individus, c'est de la façade, ces valeurs sont quand même là. Donc moi, je mettrais juste un bémol en disant que ces valeurs, selon les individus, selon le contexte de pratique, eh ben, il ne faut pas non plus les idéaliser. Et parfois, on peut trouver bien plus de similitudes avec les autres sports que ce qu'on aimerait admettre. Après, en ce qui concerne, pour répondre plus précisément à ta question, Lucien, effectivement, donc pareil, j'ai regardé la liste des sponsors du CIO. Donc vous avez Dow, fabricant de pesticides, vous avez Toyota, fabricant de voitures, vous avez Alibaba, l'équivalent d'Amazon, qui n'est pas vraiment un champion d'écologie, et en dessous, ils vous mettent mouvement olympique et développement durable. Donc après, à titre personnel, moi, c'est des contradictions qui me dérangent, et effectivement, pour moi, il y a une sorte d'incompatibilité. Maintenant, de mon point de vue, je comprends les fédérations, les athlètes qui rêvent d'olympisme, et je ne leur jetterai pas la pierre de rêver d'olympisme et de s'inscrire dans ce parcours-là. Oui, Yves, je sens que tu moi, je trouve que c'est une très bonne question. Je considère que c'est une bonne chose que l'escalade soit aux Jeux Olympiques, quoi qu'il en soit. Parce que c'est légitime, donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une discrimination vis-à-vis de ce sport, comme pour d'autres, je veux dire. Donc ça, là-dessus, pas de discussion. 2, le problème, c'est vers quels Jeux Olympiques on va. Je pense que les Jeux Olympiques de 2024 et de 2028 seront les derniers Jeux Olympiques du monde d'avant. C'est-à-dire qu'on rentre, vous projetez un peu, on se projette, disons, dans le temps. On sait bien qu'on va être dans une nouvelle configuration. Donc pour moi, il faut aller vers des Jeux Olympiques décroissants et écolos. Donc ça veut dire remanier beaucoup de choses dans les Jeux. Donc moi, j'ai un copain, là, aujourd'hui, il a choisi un pseudo. Son pseudo, c'est Coco, écolo, décroissant. Ben pour moi, on va aller vers ça, qu'on le veuille ou non. Enfin, ça va être le sens de l'histoire. Alors, ça veut dire, bien sûr qu'il faut des alternatives dans l'imaginaire. Justement, moi, je défends un point de vue alternatif. Alors, pas libertaire, parce que libertaire, ça donne libertarien. Non, de plus en plus autogéré. Je vois que ça intéresse de plus en plus de pratiquants, de plus en plus solidaire. Il n'y a qu'à voir le succès, c'est pas mal, je m'en félicite. Il y a ici, par exemple, dans le salon, il y a un groupe d'associations qui sont solidaires des migrants, de ce qui se passe en montagne, à Briançon, etc. Moi, je travaille sur un groupe sur Paris, je suis étonné du nombre de pratiquants qui peuvent être intéressés par une implication de solidarité avec les migrants, que ce soit aux frontières dans le Briançonnais ou que ce soit en région parisienne, quand vous voyez ce qui se passe. Moi, je trouve que tout ça, ça va dans le bon sens. Alors, à la limite, quand les grimpeurs, ils sont actifs sur ce terrain, tout en faisant de l'escalade, quand ils sont actifs dans ce domaine-là, je trouve qu'ils vont dans le bon sens par rapport au sens de l'histoire. Bon, alors le reste, par contre, les Californiens, etc., le business, quand vous voyez, bon, en gros, l'escalade, c'est devenu un marché. Bon, ben, on en est la preuve même vivante ici. Mais il ne faut surtout pas réduire l'activité escalade qu'à sa dimension commerciale, même si c'est très important. Alors, c'est de dire les JO du monde d'après écolo décroissant. Ok. Mais est-ce que
toi qui es un peu, on va dire, expert de la question olympique, est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'il y a une volonté et politique et de la part du CIO? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un semblant de mouvement vers ça? Personnellement, j'y crois pas beaucoup. Il n'y a qu'à voir comment les jeux d'une édition à l'autre sont justement dans une logique de croissance en termes de spectateurs, en termes d'infrastructures, en termes de budget, etc., avec quand même des nuances. Mais j'ai du mal à imaginer que le système économique actuel, dans son organisation, change radicalement. Ce qui est en train de se tramer, pour moi, ça s'apparente plutôt à du greenwashing. D'une manière plus générale, il n'y a qu'à voir ce qui se passe en RSE dans la plupart des grandes entreprises. Pour moi, les entreprises que j'ai citées, il y en a d'autres, qui sponsorisent les JO, elles n'ont aucun intérêt à aller vers des jeux décroissants. Et je ne pense pas que le mouvement olympique sera sensible à une minorité de grimpeurs qui défend des jeux décroissants. Donc il faut savoir que vous avez peut-être entendu parler de la charte d'éthique de Marc Le Ménestrel, qui est très intéressante, qui a travaillé avec l'IFSC, et c'est très bien ce qu'il propose. Donc il propose une charte d'éthique pour notre activité, avec l'idée que de l'intérieur, en participant au JO, au mouvement olympique, un petit sport avec des belles valeurs peut changer le mouvement olympique. Donc moi je trouve que l'idée elle est très belle, simplement c'est nier complètement des rapports de force structurels qui existent dans notre monde actuel. Je suis peut-être un peu cynique. Hein, mais non, mais c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Et alors moi je rebondirai sur ce que tu as dit, Anouk. Alors c'est tout à fait vrai que le fait que l'escalade soit au JO, ça ne va pas empêcher les gens de pratiquer comme ils le souhaitent. Ça ne va pas empêcher un Charles Albert de dormir dans sa caverne à Fontainebleau et d'essayer des blocs sordides sur Graton. Mais par contre, ça fait qu'on ne peut pas dire l'escalade ne participe pas à ça. On peut pas dire parler au nom de l'escalade et dire que l'escalade se pose globalement en sport anticonformiste ou en sport qui est en désaccord avec les grands événements mondiaux qui sont une formidable opportunité de business, mais qui par contre posent des problèmes dont on entend partout dans les médias, quoi, c'est clair. Voilà, il y a ça quoi, à répondre. Mais c'est clairement vrai que les gens restent libres, les grimpeurs restent complètement libres et... Voilà. Peut-être vous avez des questions sur ce sujet. Alors après, on a dépassé, je ne sais pas à quel point. On peut continuer un peu. Lucien, j'ai juste une remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Un point qui est intéressant par rapport au statut de sport additionnel dont on parlait tout à l'heure. L'IFSC a visiblement tout à fait conscience de la toxicité que pourrait induire le fait d'être olympique et d'avoir une dépendance de la fédération vis-à-vis du mouvement olympique. Ça veut dire que les acteurs à la direction de l'IFSC cherchent au maximum à garder une autonomie financière, à s'autofinancer, à développer leur propre compétition en suivant leur propre système de valeurs. Et ils ont vraiment l'état d'esprit de se dire les JO c'est bien, c'est un plus, on travaille sur les deux dossiers, mais par contre on n'abandonne pas nos compètes et on crée notre produit compétition qui est séparé, qui est selon nos valeurs, notre cahier des charges, et on ne se laisse pas aspirer par le CIO. Et donc le fait d'être additionnel, finalement, ça permet au sport d'avoir une gouvernance qui reste un petit peu indépendante et qui n'est pas complètement aspirée par la machine CIO, puisque comme l'escalade ne peut pas être assurée de rester aux Jeux Olympiques, elle ne peut pas tout miser là-dessus. Et donc finalement, je pense qu'il faut voir ça comme une chance pour la gouvernance du sport. Yves ? Timo, moi je ne suis pas opposé à tout ce que tu as dit. Bien sûr, en gros, il y a une pesanteur, il y a un principe d'inertie, mais bon, en même temps, il faut tirer du bon côté. On verra bien, c'est l'histoire qui tranchera. Je trouve que, moi, je ne veux pas faire l'apologie de l'escalade, mais il y a quand même des traits dans l'escalade qui sont très intéressants, qu'il faut valoriser. Alors pour moi, ce qu'il faut valoriser, par exemple, prenons l'évaluation des performances. Moi, je dis chapeau, le monde de la grimpe. Ils sont capables de mettre en place un système de auto-évaluation et de co-évaluation de la performance qui se passe en gros d'une institution bureaucratique. Ça c'est bien, l'évaluation des performances en gros en falaise, etc. C'est à peu près correct, mais ça c'est innovant. Non, mais on parle de l'innovation. Voilà de l'innovation. Ça existe, ça se met au point. À la limite, les moyens technologiques, à la limite, vont dans le sens, en quelque sorte, d'utiliser ça.
Deuxième aspect énorme, disons, de l'escalade qui est valable, c'est la façon dont les pratiquants se sont impliqués pour développer leur propre terrain de jeu. Le travail des équipeurs, le travail des associations, le travail des pionniers aussi qui équipaient, et puis toujours d'ailleurs dans les salles associatives, c'est les pratiquants, c'est les adhérents qui créent, qui s'organisent pour ouvrir leur voie, les améliorer, etc. Tout ça, ça va dans le bon sens. Pour moi, ça va dans le bon sens d'une pratique plus autonome, plus responsable, plus émancipatrice. Bon, voilà, donc je trouve que identifions nos points forts et développons-les en quelque sorte, renforçons-les et surtout soulignons-les parce que ça c'est pas valorisé. C'est pas valorisé. Le discours dominant, il voit les choses comme un produit, comme un marché et la professionnalisation qui déresponsabilise les gens. On a parlé de on a parlé de sécurité tout à l'heure dans le groupe précédent. Mais moi je dis que c'est pas aux gens, faut pas leur dire ici vous pouvez pratiquer en sécurité. Ici, vous pouvez apprendre la sécurité. Et apprendre la sécurité, c'est apprendre à gérer le risque sans se mettre en danger. Et apprendre à gérer la sécurité, c'est apprendre à être encore plus vivant. Ça passionne. Il y en a qui croyaient que ça ne passionnait pas les enfants. Moi, j'ai fait l'observation inverse. Ça passionne tous les êtres vivants d'essayer de prendre du risque et d'en profiter. Mais tout ça, il faut le développer. Des petites questions. Ouais. Enfin, on va prendre les deux, de toute façon. Oui, bon là, ça dépasse un peu le sujet, mais alors c'est sûr que la question de la protection des oiseaux, en particulier celle-là, elle est quand même très avancée, ça c'est clair. Elle est avancée. Ouais. Oui, mais je pense qu'il faut isoler la question de la protection des oiseaux de tout le reste. Tout le reste, c'est peu avancé. Tout ce qui est consommation de matériel, bilan carbone sur les déplacements, tout ce qui est même la protection des arbres des falaises. Tous ces trucs-là, c'est peu avancé. La réflexion, elle est peu avancée. Et les oiseaux, par contre, c'est très avancé. Enfin, je dis ça, c'est mon impression de journaliste. Mais voilà. Minutes, ok. L'escalade, elle a un rôle, que vous avez dit tout à l'heure, elle est particulièrement partie prenante de ce mouvement-là. Par exemple, quelque chose de spécifique aux JO, on voit les grimpeurs au pied des voies échanger, discuter, etc. Il n'y a pas une activité où ça passe comme ça. Les grimpeurs, naturellement, de par leur pratique, ils sont ensemble et ils discutent de leur pratique et ils échangent des informations, etc.
concrètement, ils pratiquent la coopération. Et ça étonne, d'ailleurs, ça a étonné les officiels du CIO. On dit, mais ils ne sont pas en train de tricher, là, de parler entre eux, d'échanger des méthodes, etc. Et là, au moins, les politiques de l'université ont dit, mais non, pas du tout, l'escalade, c'est comme ça. L'escalade, c'est ce type-là, mais ce n'est pas des valeurs de l'escalade. C'est des valeurs qui sont valables pour l'ensemble de la société, dans l'ensemble des pratiques, qu'il faudrait développer bien au-delà de l'escalade, et qui malheureusement ne sont pas suffisamment développées dans bien d'autres pratiques. Oui, c'est ce que tu veux dire, c'est que c'est de l'incarnation de valeurs plutôt que... ouais. D'accord. Ce sont des valeurs qui ne sont pas incarnées, c'est peanuts, ça. Voilà. Mais c'est vrai, ce que dit Augustin, c'est vrai que quand j'ai parlé des valeurs de l'escalade en général, c'est vrai que quand on regarde de façon terre à terre, c'est pas évident non plus que l'escalade incarne ces valeurs qu'on s'imagine qu'elle incarne, mais voilà. Alors je sais pas si vous avez d'autres questions, mais là ça va être l'heure de finir. Je pense qu'on peut quand même finir sur une note sportive et féliciter Anouk parce que ce qu'elle a fait sportivement au JO, c'était fort, quoi. Voilà. Et longue vie à la vitesse.